cette impression terrible que donne François Hartog, qui est le grand spécialiste de la question du temps, qui dit qu'aujourd'hui, nous sommes dans le présentisme absolu et que le présent a absorbé, et le terme qu'il prend, c'est cannibaliser le futur et le passé. Et nous allons revenir donc à la thématique avec Florence Gabarret, qui est ici, qui nous fait le plaisir d'être là, qui est donc universitaire à Rouen, au département anglophone de l'université de Rouen, qui s'occupe également qui intervient beaucoup dans une revue en ligne que je vous laisse présenter. Qui s'intitule donc TV Series, qui est disponible sur .org, ouais, et dont j'ai dirigé effectivement, co-dirigé 2 numéros déjà il y a quelques années. Et le dernier en date porté sur le prochain en fait qui sort en 2022 s'intéressera aux adaptations sérielles des romans pour la jeunesse. Vrai sujet. Tout à fait intéressant. Nous avons ici des représentants de l'association et les enfants de cinéma, dont je suis sûre qu'ils vont être intéressés par cette question. Nous aurons aussi 2 autres intervenants, un qui est en train d'être interviewé dans les locaux derrière, qui est Ioannis de Roide, que je vous présenterai quand il sera là, entre nous deux, et l'autre qui sera présent en vidéo, qui est quelqu'un qui compte beaucoup dans l'analyse des séries, la réflexion sur les séries, qui s'appelle Paco Mtielman, et qui est un collaborateur de François Angelier que nous avons entendu hier, et que nous aurons par vidéo, parce qu'il ne pouvait pas être présent, mais il tenait à participer à notre discussion. Voici donc Ioannis de Roide. Non, Ioannis de Roide, j'ai bien dit. Oui, bien sûr. Donc, bonjour à toutes et à tous, enchanté. Voilà, et donc présenter Ioannis, enseignant donc. Professeur d'histoire-géographie, Voilà. Amoureux surtout de séries historiques, mais aussi de comment les séries font le lien entre passé, présent et avenir. Voilà. Donc on est en plein dans notre sujet. On y est. Voilà, on était beaucoup quand même à se dire que Years and Years était une série nodale dans la thématique sur le futur, et qu'il y en avait une autre aussi qui était The Leftovers. Et on va se servir de ces 2 séries pour avancer dans notre réflexion, qui portera non pas exactement sur ces séries-là, mais on va s'en servir, mais plutôt sur une question de est-ce que les fictions, aujourd'hui, n'ont pas un rôle un peu différent de celui qu'elles ont eu jusqu'à présent, ou est-ce qu'elles ne rejoignent pas un rôle qu'elles auraient eu à d'autres moments de l'histoire de l'art, qui serait de nous aider à nous préparer à l'avenir. J'avais été très frappée par une intervention de Julia Ducournau, la jeune femme qui a eu la Palme d'Or pour Titane, qui disait que d'après elle, les cinéphiles et les sériphiles étaient moins étonnés par la pandémie et par ce qui se passait, parce qu'ils avaient déjà vu. Ils avaient déjà vu sur les écrans et qu'ils n'en étaient pas moins atteints, mais ils étaient peut-être moins surpris. Donc, on va commencer par Florence, qui va nous planter un petit peu le cadre de ces interventions. Merci. Donc, moi, je vais poser une question que Carole m'avait demandé d'interroger plus particulièrement sur la question de Years and Years comme série préparatrice plutôt, et d'ailleurs, je m'aperçois que j'ai mis réparatrice, c'était le fameux jeu de mots non, mais tout va bien. de Paco Mtielman, mais en fait, il faut lire préparatrice, beau lapsus. Donc, Years and Years est une mini-série britannique de 6 épisodes, environ 1 heure chacun, qui a été diffusée en mai 2019 sur la BBC One et aussi sur Canal+ Série, puis à partir de juin sur HBO qui a coproduit la série. C'est une mini-série qui a été conçue par Russell T. Davies, donc réalisateur britannique, connu pour 2 autres, voire 3 maintenant, séries en particulier. Donc la première que vous voyez ici, Doctor Who, série de science-fiction britannique des années 70, que Davies avait ressuscité en 2008 afin de prolonger justement les aventures du Doctor Who, être immortel, mais qui renaissait régulièrement et qui surtout voyageait à travers le temps et l'espace.
Les deux autres séries pour lesquelles il est également connu, Queer as Folk, 99, et donc plus récemment, 2021, It's a Sin, qui sont davantage des séries chorales fonctionnant autour de plusieurs personnages et d'un nombre restreint de personnages qui, à partir d'un contexte socio-culturel bien ancré historiquement, dans les années 80 essentiellement, interroge les solidarités et les dissensions au sein d'un groupe d'amis homosexuels. Years and Years va en fait emprunter à ces deux dernières séries la dimension chorale des personnages qui sont les personnages de cette série. Et Years and Years va également emprunter à Doctor Who la dimension de voyage temporel, même si celui-ci est réduit dans cette série à la projection dans un avenir très proche en Grande-Bretagne, où nous allons suivre la vie de la famille Lyons, que vous voyez donc ici, pendant une quinzaine d'années, à partir de l'année 2019. Donc on est dans le présent et projeté dans ces 15 années de futur, entre Londres et Manchester, alors que le Royaume-Uni est le lieu de bouleversements économiques et climatiques qui vont favoriser l'ascension politique de Vivienne Rook, dont les idées d'extrême droite l'emportent face au délitement progressif du pays. Dans un article du Guardian intitulé « Le choc à venir, pourquoi Years and Years est la série la plus terrifiante de l'année 2019 », ça donne le ton, Paul McInnes écrivait à l'issue de la diffusion du dernier épisode, je cite, « Il est probable que certaines des prévisions troublantes de cette fiction, voire la plupart de ces prévisions, ne se réaliseront jamais. Au lieu d'être englouti par la montée des eaux, le Royaume-Uni construira peut-être une nouvelle Jérusalem. » Je pense à Blake et son Apocalypse aussi. Mais si le pire se produit finalement, on pourra dire que Years and Years aura contribué à nous y préparer. Et cette impression de naufrage qui nous saisira alors ne sera pas une totale surprise. Cette citation avait retenu mon attention parce qu'on y retrouve la description d'une série préparatrice telle que Paco Mtielman nous en parlera tout à l'heure dans la vidéo. Préparatrice parce qu'elle ne nous divertit pas au sens où elle ne nous détourne pas de notre présent. Au contraire, Years and Years nous met face à face à ce qui pourrait être une tentation de nier des réalités bouleversantes qui s'esquissent actuellement sous nos yeux, on le voit bien tous autant qu'on est. Préparatrice également parce qu'elle pose plus de questions qu'elle ne propose de réponses. Elle nous console en partie, mais pas tant que ça. Elle nous considère ainsi comme des spectateurs adultes qui ont besoin de nourrir leurs réflexions en s'interrogeant sur quelques solutions possibles et envisageables. En quoi donc Years and Years ne nous distrait-elle pas de notre présent et nous prépare-t-elle à un futur vraisemblable ? Je vous propose quelques éléments de réponse ici. J'avancerai tout d'abord l'idée que Years and Years suscite, quand on la regarde, un sentiment d'inquiétante familiarité ou d'étrange familier, pour reprendre la traduction de cette notion freudienne de Unheimlich, telle que Manoni l'avait proposée en 2011. Donc non pas l'inquiétante étrangeté, mais bien l'inquiétante familiarité. Sentiment dont l'une des manifestations décrites par Freud est justement l'effacement de la frontière entre réalité et fiction, et la possibilité d'une contamination de la réalité par la fiction, par le fantasme, par le fantôme, par le double. Et cette figure du double et du dédoublement se décline très régulièrement à plusieurs niveaux dans la série. On le voyait déjà finalement avec l'image précédente, où on comprend que cette famille est réunie autour d'un écran qu'elle regarde. Et à travers les images diffusées par les journaux télé qui interviennent très régulièrement dans le récit pour nous donner un tour d'horizon d'une dégradation politique qui s'avère planétaire, à travers les extraits d'émissions où l'on découvre Vivienne Rook, la fameuse, qui est très souvent invitée pour commenter cette actualité, mais aussi à travers les sessions de visioconférence, comme on le voit ici,
qui permettent à la famille Lyons de se voir et de discuter, on comprend qu'effectivement, les images sont au cœur aussi de cette série. Et si ce procédé réflexif de l'écran dans l'écran, là on est derrière l'un des frères Daniel qui regarde tous les membres de sa famille réunis sur l'écran de son ordinateur, c'est un procédé réflexif bien connu comme moyen de nous renvoyer à notre propre situation de spectateur de la série. Et il est abondamment utilisé, peut-être trop utilisé parfois, pour illustrer jusqu'au vertige notre position en miroir face à notre écran. Et voilà, je vous mets juste quelques captures d'écran ici où l'on voit ces images qui débordent, qui se superposent et qui débordent la limite du cadre matériel de l'écran de l'ordinateur de Bethany, qui est elle-même connectée à Internet physiquement. Ça fait partie des inventions de la série. On voit bien effectivement ce fonctionnement réflexif. Parfois, c'est un personnage qui en évoque d'autres et qui initie la prolifération possible des doubles dans cette série. C'est le cas de Vivienne Rook, qui semble être en fait une sorte de combinaison de plusieurs personnages politiques réels. Nigel Farage, leader du parti UKIP en Grande-Bretagne, qui a largement contribué à la victoire des Brexiteurs lors du référendum. On peut également penser à Boris Johnson et à Donald Trump dans les dérapages verbaux et leurs improbables coiffures qui ne sont pas sans rappeler les dérapages de Vivienne Rook. Margaret Thatcher aussi, dont la brutalité des réformes néolibérales a profondément marqué, comme on le sait, la vie du Royaume-Uni. On pense également au nom du parti de Vivienne Rook que vous voyez ici, le Four Star Party, qui renvoie bien sûr au parti d'extrême droite italien, tout en faisant référence à ce fuck qui lui a valu d'être en partie censurée le jour où elle a prononcé ce mot dans une émission de télé. Voilà, un autre exemple de ce genre de fonctionnement. Parallèlement, la série nous fait alterner entre la banalité d'un quotidien britannique très proche de ce que nous connaissions déjà en 2019 et la tonalité prophétique des animateurs en particulier, de journaux télé qui se succèdent régulièrement à l'écran et qui évoquent en particulier des moments à venir au sein de l'histoire de la série qui nous laisse partager entre inquiétude et rejet de notre crédulité. Typiquement, la série met en scène la réélection de Donald Trump, la mort d'Angela Merkel, toujours chancelière, la mort du monarque britannique et la réouverture de Notre-Dame à Paris. Autant d'événements qui, finalement, n'ont pas eu lieu ces 2 dernières années. Mais ce jeu entre notre réalité récente et des erreurs de prédiction de la série, qui n'en a que faire, bien sûr, de faire des erreurs, permet d'entretenir chez nous le secret espoir que peut-être si la série s'est trompée sur ces quelques exemples, alors peut-être qu'elle se trompe aussi sur d'autres scénarios très inquiétants qu'elle développe. Toutefois, nous savons aussi que la série a vu très juste sur plusieurs points. Il y a un passage où des réfugiés traversant la Manche dans des bateaux de fortune font naufrage. Et il y a un certain nombre de morts, voilà, qui rappelle une actualité de la semaine dernière. Le fait qu'une mystérieuse maladie qui a frappé la Grande-Bretagne a obligé pas mal de gens à télétravailler et que dans la série, on est obligé d'instaurer un jour d'obligation de retour au travail en présentiel à cause de la sédentarité et des maladies qui sont générées par cette sédentarité chez les travailleurs. Donc si Years and Years ne dit pas l'avenir en tant que tel, elle formule des scénarios qui, en l'espace de 2 années,
sont passés pour nous, spectateurs, de la fiction à la réalité, si bien qu'à rebours, d'autres propositions qui nous paraissent incroyables actuellement dans cette série peuvent apparaître comme des mondes possibles à partir desquels s'interroger. La mise en scène du progrès technologique dans la série est également emblématique de cet étrange familier dont je parle ici. Vous voyez ici le personnage d'une des petites filles, Bethany, qui se rend compte qu'elle supporte de moins en moins d'habiter dans son corps et qui se met dans la vraie vie des masques de personnages qui font bien sûr penser à ces animations que l'on peut utiliser sur les smartphones, des applications pour s'amuser à se transformer en un personnage hybride. Si ce n'est que dans l'histoire de la série, Bethany va un moment faire son coming out de transhumaine en annonçant à ses parents qu'elle ne veut plus vivre dans ce corps matériel et qu'elle veut se télécharger dans la mémoire de l'Internet. Et bien sûr, ses parents qui s'imaginaient peut-être d'ailleurs comme le spectateur que leur fille allait évoquer plutôt un choix différent d'orientation de genre, tombent des nues quand ils découvrent cela. Donc là encore, il y a une proximité quand même assez forte et il faudra la menace à la fin de l'épisode 1 d'une catastrophe nucléaire pour que la mère de Bethany, qui était la plus réticente à ce passage transhumain de sa fille, finalement accepte lui donne son accord d'une certaine manière, ce qui interroge aussi la question du moment où peut-être nous-mêmes, on n'est pas encore prêt à envisager totalement une situation nouvelle, même si on la sent venir, et du contexte qui nous obligera à sauter le pas et à agir différemment. Si dans cette série, la question des choix effectués donc, par les adultes est cruciale, on voit avec cet exemple que le rapport aux nouvelles générations et aux générations des petits-enfants en particulier est encore plus central, comme l'illustre cet extrait. Donc là, vous allez voir, c'est tout au début, c'est dans l'épisode 1, la jeune sœur Rosie vient d'accoucher d'un deuxième enfant. Toute la famille est réunie le lendemain pour découvrir ce nouvel enfant. Et c'est Daniel, le frère homosexuel, qui le prend dans les bras et vous allez entendre ce qu'il dit. No chance, no way. Ah, you'd be great, you and Ralph. Don't know if I could have a kid in a world like this. Oh, that's happy, thanks. Really, though, it is like that Rook woman said. Things were okay a few years ago, before 2008. Do you remember back then we used to think politics was boring? Those were the days. But now, I worry about everything. I don't know what to worry about first. Never mind the government. It's the sodding banks. They terrify me. And it's not even them. It's the companies, the brands, the corporations. They treat us like algorithms while they go around poisoning the air and the temperature and the rain and don't even start me on ISIS. Well, now we've got America. Never thought I'd be scared of America in a million years, but we've got fake news and false facts, and I don't even know what's true anymore. What sort of world are we in? Because if it's this bad now, what's it going to be like for you? Huh? 30 years' time? 10 years? 5 years? What's it going to be like? To a second term for President Donald Trump. The president you get, you deserve. Voilà, juste pour souligner quelques éléments concernant cet extrait, dont vous comprenez le fond, mais d'un point de vue esthétique aussi, vous comprenez que le montage et l'accélération, les sauts temporels, la bande-son en particulier qui est très obsédante, ces chants choraux qu'on entend jusqu'à la fin et qui seront récupérés autrement à la toute fin, participent de cette ambiance. Vous avez remarqué aussi des jeux sur des couleurs qui sont très présentes.
mais aussi des ambiances qui sont blanchâtres, cotonneuses, comme on le voit ici. Et là, je vous donne juste quelques exemples, j'en ai un peu trop, mais je passe rapidement. Et aussi sur d'autres images, à l'inverse de couleurs très éclatantes, boostées par le numérique, visiblement, on a aussi des images qui, elles, seront davantage tournées vers le sépia, comme si on regardait de vieilles photos. Les scènes nocturnes à la bougie insistent bien là-dessus, et comme si finalement l'image elle-même nous tirait entre un futur avec voilà, une image presque un peu hyper réaliste et un passé avec des images anciennes de photographies du 19e siècle. Il y a un deuxième élément, et je vais l'aborder vraiment très brièvement, qui m'intéressait ici, c'est la question du rapport à la famille et à la maison. Et ça rejoint l'inquiétante familiarité dont je parlais tout à l'heure. La famille est un objet sériel très commun dont on a l'habitude qu'elle soit en crise et qu'elle s'adapte. Mais dans cette série, en fait, il y a quelque chose de bien plus pointu. On le voit avec l'accueil du jeune Lincoln à la maternité. Il y a bien sûr la question d'une famille qui accueille régulièrement de nouveaux venus, que ce soit des enfants ou de nouveaux partenaires. Mais on a aussi une famille qui accueille peut-être des réfugiés politiques. C'est le cas du personnage de Victor, qu'on voit là, mais je passe assez rapidement. Jeune Ukrainien dont Daniel va tomber amoureux. Mais c'est aussi le cas de certains membres de la famille, le frère Stephen en particulier, qui se retrouvent sans toit et qui sont obligés de demander l'asile aux membres de leur propre famille. Stephen va être finalement rejeté de chez la grand-mère parce qu'il a une relation adultérine. Il va demander l'asile à sa maîtresse qui elle-même vit chez l'habitant dans une petite chambre et parce qu'elle n'a pas les moyens d'avoir son propre appartement. Et on va avoir aussi des figures de Britanniques qui sont exclus de chez eux à cause de catastrophes climatiques, des inondations qui les poussent à l'extérieur de chez eux, des dirt bombs aussi, qui sont des bombes qui ne font pas de blessés, et oui, je sais qu'il faut que je conclue, qui ne font pas de blessés en tant que tels, mais qui irradient, qui dispersent des particules radioactives, qui dispersent des virus et qui obligent à évacuer littéralement des villes entières. Donc il y a une hantise qui taraude la série, c'est la crainte de devenir un exilé dans son propre pays, dans son propre foyer, et de devenir un réfugié de l'intérieur. Donc ce qu'on croyait lointain, en fait, arrive chez soi, et ces gens doivent... en gros, il y a des pièces libres qui sont réquisitionnées dans les maisons des Britanniques qui ont la chance d'avoir des maisons suffisamment grandes pour héberger des réfugiés climatiques ou des réfugiés de radiation, etc. Et je conclus effectivement en disant que la série nous propose une fin qui n'est pas dystopique, qui est utopique, avec la possibilité de la résurrection de l'une des sœurs la plus militante et qui va quand même proposer des portes de sortie. L'une des sœurs qui, ayant été irradiée à une occasion, est au seuil de la mort et accepte de se faire télécharger sa conscience et ses souvenirs dans l'Internet, si bien qu'on voit une dernière réunion familiale qui associe la tradition et les nouveautés technologiques autour de cet assistant personnel qui existe maintenant dans toutes les maisons, que la grand-mère interroge parce qu'elle entend une voix qu'elle ne reconnaît pas une fois que la Edith est véritablement morte, et elle lui demande « Are you there, Edith ?» Et la série s'arrête sur cette question.
Nous n'avons pas la réponse, la famille n'a pas la réponse, fondu au noir, et c'est à nous d'imaginer est-ce que ça a pu se réaliser ou pas, mais voilà, on n'a pas cette réponse, bien sûr, comme on n'a pas bien d'autres réponses. Merci. Merci beaucoup. Vous avez dit réfugiés ukrainiens ? Oui. Ben oui. Merci Florence, pardon de bousculer un peu, mais je voudrais que vous ayez le temps de dialoguer entre vous après. Effectivement, ça permet de saisir un peu l'atmosphère de cette série dont on a l'impression qu'elle développe ce que disait Niccolo Amaniti, qui a fait Anna, qui est que le mal est plus près de soi que ce que l'on pense. Et on sent ça. Et puis, votre ouverture, merci, à la fin, laisse à penser que le concept de récit de l'aube, dont Paco Mtielman nous parlera un peu tout à l'heure, fait partie des moments qui peuvent nous rasséréner après quelque chose d'aussi fort, violent, émotionnel que cette série. Mais cette série, elle ne vient pas de nulle part. Et c'est une série britannique, et elle s'inscrit dans l'histoire de l'art britannique, et pas uniquement occidentale. Oui, bien sûr. Oui, alors, ce qui m'intéresse, moi, dans Years and Years, c'est évidemment ce futur qui nous est décrit, mais qui est un futur, en fait, vraiment lourd de son passé, hein, si on veut, du passé récent du Royaume-Uni, mais aussi de celui de ces séries. Moi, au départ, mon champ de compétences, c'est plutôt les séries historiques, et notamment donc, les séries britanniques, ce qu'on appelle period drama, les séries en costume. Et en fait, Years and Years n'est pas une série historique, évidemment, mais en réalité, elle porte la trace de productions antérieures, et puis elle porte la trace, bien sûr, du passé récent du Royaume-Uni de ces dernières décennies. Et donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est comment ce passé récent, comment le présent aussi, hein, des Britanniques, tels qu'ils sont montrés dans leur série, dans celle-ci, dans Years and Years et dans d'autres, expliquent que les Britanniques aujourd'hui craignent un futur comme celui justement de Years and Years. Il y a comme une logique. Hein. Il n'y a rien d'inéluctable, bien sûr, dans ce futur, mais il y a quand même une logique où on peut comprendre pourquoi ils en arrivent à avoir cette vision si sombre, si pessimiste de leur avenir très proche, hein, comme tu l'as dit, puisqu'on parle vraiment des années 2020. Alors d'abord, Years and Years, effectivement, on peut le voir comme le résultat, hein, cette description qui est faite, comme le résultat de l'évolution de la politique, de l'économie et de la société britannique depuis les années 80, voire 70. Et je voudrais montrer un premier extrait très court, hein, l'extrait numéro 1, si on peut le... Your greenhouse, it's not very safe. People have been saying that for years. I got a man in to look at it, but part of it fell on his head and he never came back. You should be careful, though. Victor, all of the money in this house was my father's. And he lost it in 1976. We haven't been able to afford this place ever since. Let it rot gently. I'll survive. Dan said. C'est un extrait court, mais qui, je trouve, dit déjà plein de choses. Dans une scène assez intimiste, hein, assez chaleureuse aussi, donc entre Victor, dont tu as parlé, ce personnage de réfugié ukrainien, donc qui est dans une situation très très précaire au Royaume-Uni, et puis Muriel, c'est un peu, alors pas tout à fait la matriarche, mais en tout cas c'est la grand-mère de cette famille Lyons. Bon, et donc elle incarne aussi la mémoire de la famille. Et là on est chez elle, et donc il lui fait remarquer que sa serre effectivement devient dangereuse, et elle lui dit, mais ça ne la surprend pas du tout, que c'est toute la maison qui tombe en ruine, et que de toute façon c'est pas récent, ça date de 1976. Et en fait, je crois que sans trop forcer, hein, on peut facilement y voir une métaphore. Hein, c'est pas simplement, nous dit Russell T. Davies, le créateur, c'est pas seulement la serre de Muriel, hein, qui tombe en ruine. En fait, c'est le Royaume-Uni, hein, ou en tout cas, c'est lui qui est de plus en plus lézardé. Alors 76, je ne suis pas sûr qu'il y ait une raison précise au choix de l'année, mais en tout cas de la période, si, sans doute. Hein. Les années 1970, c'est des années de grandes tensions économiques et sociales au Royaume-Uni, hein, qui justement ont pu laisser croire à une partie de la population que Margaret Thatcher arrivait avec des solutions pour tout ça. Et notamment, on n'est pas loin du Winter of Discontent, hein, c'est le grand hiver du mécontentement, 78-79. Qui a été marqué donc vraiment donc par des grandes grèves, par des fortes contestations sociales, et aussi des impacts très très durs dans la vie quotidienne des Britanniques, notamment des coupures de courant. Alors, cette affaire de coupure de courant est importante parce que dans Years and Years, on imagine que dans le futur, nous aurons à nouveau des coupures de courant à cause de cyberattaques. Peut-être ou peut-être pas causées par les Russes.
Bon. Et donc, il y a un lien, là, vous voyez, entre passé et présent, parce que Muriel, en quelque sorte, rappelle que l'origine du mal, ou en tout cas des problèmes, elle est assez ancienne. Et en même temps, elle s'en accommode. Hein. Let it rot. C'est pas grave, on a qu'à laisser pourrir la maison, la serre et peut-être aussi le Royaume-Uni. I'll survive. Voilà, je survivrai. Mais finalement, c'est ce que font tous les personnages dans Years and Years. Ils survivent. Hein. Et c'est ce qu'on voyait bien un petit peu aussi dans l'extrait que tu as montré, où justement, au moment de la naissance de cet enfant, on lui dit « Mais quel futur t'attend ?» Et on a le sentiment qu'à part survivre, ils ne vont pas pouvoir faire grand-chose. Donc ça en dit quand même assez long d'une fiction où on annonce que dans le futur, si on arrive à survivre, c'est déjà bien, et que pour le reste, il ne faut pas trop en attendre. Bon. Toutes ces difficultés, elles ont déjà été bien mises en avant par la télévision britannique depuis longtemps, et on a toute une généalogie très riche de fiction sociale. Alors plutôt centrée sur les classes populaires, sur les working class, qui montrent toutes justement les difficultés qu'elles ont endurées. Là, les Lions dans Years and Years sont plutôt middle class, plutôt classe moyenne. Mais il y a toute cette histoire, et je vais citer rapidement comme ça quelques séries qui ne sont pas très connues en France parce qu'anciennes tout simplement. Et si on peut voir la première image, il s'agit de Boys from the Black Stuff, qui est une série, l'image 1. Si on l'a sous la... Alors ça, c'est l'image 2, voilà celle-ci. Boys from the Black Stuff, donc c'est une mini-série très marquante, c'est extrêmement émouvant. Hein. Years and Years, c'est dur à regarder, bon ça c'est très dur à regarder d'un point de vue émotionnel. C'est des chômeurs de Liverpool, au début des années 80, on est au tournant justement de l'arrivée au pouvoir de Thatcher. Et c'est une des plus grandes séries britanniques qui chronique comme ça les difficultés auxquelles on fait face les classes populaires britanniques. Et puis la suivante, effectivement, donc l'image 2, merci, This is England. Alors ça, c'est très beau à regarder, c'est un projet de très grande ampleur. Ça commence par un film de cinéma, ça s'appelle donc This is England, de Sean Meadows, à laquelle il a donné plusieurs suites sous la forme de mini-séries. Vraiment, d'un point de vue créatif, c'est assez extraordinaire. Qui se finit, donc ça commence vraiment au début des années 80 et ça se finit par une mini-série qui s'appelle This is England 90, 1990, et celle-ci est au milieu. Et alors on est dans une ville là, qui n'est pas nommée, mais bon, c'est les Midlands à peu près. Et à nouveau, on voit vraiment tout l'effondrement de ce monde des classes populaires britanniques et toute vraiment la dureté de leur vie, tout en étant dans quelque chose qui n'est pas non plus aussi, je dirais orienté idéologiquement que ce que Ken Loach peut-être peut proposer de son côté et faisait bien sûr déjà dans ces années-là. Et puis surtout, on est à la télévision, donc le public il est quand même beaucoup plus nombreux, tout simplement. Donc le chômage, la working class, on en a des échos dans Years and Years. Il y a des gens qui perdent leur emploi, il y a des gens qui sont dans une précarité, des membres de la famille Lyons qui n'arriveront pas, on le comprend bien, à trouver une situation professionnelle et sociale stable. Un dernier exemple, la troisième image, c'est Shameless. Alors Shameless est plus connu, je crois, en France pour son adaptation américaine, qui a eu aussi beaucoup de succès, mais la version américaine donc, est adaptée elle-même de cette version anglaise. Et vous voyez l'image, c'est une famille très nombreuse. Tout ça sont vous voyez, j'ai choisi ces visuels parce qu'on voit bien que ce sont à chaque fois des séries très chorales, avec différentes générations, avec du coup des problématiques qui sont bien sûr différentes selon les uns et les autres, avec des questions de genre aussi qui sont abordées, même si c'est moins explicite dans les séries plus anciennes. Mais Boys from the Black Stuff, par exemple, il y a toute une réflexion en fait sur la masculinité et qu'est-ce que ça fait à un homme de perdre son travail dans l'Angleterre des années 80. Bon, voilà. Donc il y a beaucoup de préoccupations et je suis sûr que Russell T Davies connaît bien sûr toutes ces séries-là et il les avait aussi à l'esprit et Years and Years, de quelque sorte, est un peu l'héritière de tout ça. Ce que ça nous donne à la fin, c'est une société épuisée. Moi, je trouve que c'est vraiment ce qui ressort dans Years and Years, c'est une société épuisée, une opinion publique aussi épuisée. Et là aussi, on le voyait bien dans l'extrait que tu as montré, les gens n'en peuvent plus, quoi. Épuisés, désorientés et très vulnérables. D'ailleurs, dans la série, dans Years and Years, il y a beaucoup de gens qui craquent. C'est des crises de nerfs sur crises de larmes, ils s'effondrent tous à un moment ou à un autre, voire même plusieurs fois. Et cet épuisement, l'impression qu'on est un peu arrivé au bout et qu'on ne sait plus et que du coup on est dans cette espèce de grande confusion. Je voudrais vous le montrer à travers le deuxième extrait que je vais commenter après l'extrait 2, s'il vous plaît. The most unpredictable general election in living memory. Tensions are high with the major parties keeping an eye on the four-star party's wild card vote. I think I might be a little bit tipsy. I haven't even voted yet. I'll be squiffy. I'll probably tick the wrong box. Vivian Rook has refused to appear on any terrestrial channel. She's turned down every interview and every debate, restricting herself to her own channel, 4-Star Live. But Viv, campaigning isn't allowed on election day. This isn't a campaign. This is my channel. This is my home.
is British wine for British people. And what it deserves is tax breaks and subsidised transport. But where will the money come from, Viv? I mean, you can't raise taxes. I'll impose a tariff on wines from abroad. Let them pay. He didn't die for nothing. He died for us. Shame on every politician who has ever let our soldiers down. False facts. Every day. Do you know where you can find the truth? Right here. 4-Star Channel. God help us. We're the only ones. Alors, donc on est en 2026 et c'est le jour des élections législatives. Alors, c'est une scène qui est très originale parce que c'est rare qu'on voit ce qui se passe dans un isoloir. C'est tout à fait intéressant de le montrer. Puis il y a ce montage, évidemment, donc, avec cette nouvelle leader démagogique, donc Vivienne Rook, dont tu nous as parlé. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est les réactions de chacun, finalement. Donc, on a tous les membres de la famille Lyons. Là, on retrouve Muriel qu'on avait vu tout à l'heure. Et puis, donc, ces petits enfants qui ont des situations et des opinions politiques assez différentes. Et en fait, les seuls qui sont un peu enthousiastes ou convaincus, c'est ceux qui refusent le jeu électoral, donc on en voit une qui barre tout le bulletin de vote, ou bien celles qui votent pour justement ce parti démagogique, le 4-Star Party. Et tous les autres ont l'air dépités, sans illusion, désabusés, bon, voilà. Et eux votent pour des formations plus traditionnelles, plus installées, et d'ailleurs réelles, enfin, qui existent, voilà, les travaillistes, les conservateurs. Et ça en dit quand même long sur l'état de cette opinion publique britannique au moment où déferle sur eux justement ce discours-là à travers la chaîne maison de Vivienne Rook, ce discours qui est complètement évidemment dans l'excès, l'outrance, la manipulation, etc. etc. Alors c'est aussi c'est aussi le résultat de toute une histoire. Les Britanniques adorent les fictions politiques. Ils ont fait d'excellentes séries politiques au cours du temps. Voilà, je n'ai pas le temps de vous montrer des extraits, mais House of Cards, par exemple, qui est aussi plus connu peut-être sous sa version américaine, c'est une série britannique au départ. C'est vraiment un concept britannique. Et il y en a beaucoup d'autres. State of Play, par exemple, qui avait été aussi... Bon, où on voit très bien les arcanes du monde politique. Donc c'est quelque chose qu'ils savent très bien faire. Et ce que j'aime dans Years and Years, c'est qu'il y a ce lien qui est fait entre toute la dimension sociale, là, ce dont je vous ai parlé avant, et en même temps, le contexte politique et une partie de la vie politicienne nous est quand même aussi montré. Donc la série joue sur les deux tableaux et elle s'en sort bien pour montrer les imbrications. La population et les leaders d'opinion, les deux sont bien reliés. Et on a en tout cas donc ce monde qui est dans une grande fragilité, je disais tout à l'heure, une grande vulnérabilité, et ça aussi c'est apparu dans un certain nombre de séries récentes. Alors je voudrais montrer une image d'une série qui est vraiment très peu connue, c'est à peine une série de 3 épisodes seulement, mais qui je trouve résumait très bien ça, et qui s'appelle Capital. Est-ce qu'on peut voir l'image 4, s'il vous plaît? Voilà, Capital. Alors Capital, donc ça se passe à Londres, on voit la skyline de Londres en haut, et puis c'est à nouveau très choral, comme vous voyez. En fait, ce sont tous les habitants, les résidents, les occupants d'une rue, d'une banlieue sud de Londres. Bon. Et alors tout à coup, donc avec des positions sociales assez différentes, la particularité de cette banlieue sud, c'est qu'en fait les prix de l'immobilier ont tellement explosé, bon, comme vous le savez partout, mais à Londres encore plus, que en fait les gens qui habitent là, a priori dans une banlieue résidentielle à peu près standard, se retrouvent en fait assis sur des millions et des millions de livres parce que donc leur propriété foncière a vu sa valeur s'accroître. Et voilà qu'ils se mettent à recevoir tous les résidents de cette rue, une carte postale sur laquelle il est écrit: nous voulons ce que vous avez. We want what you have. Nous voulons ce que vous avez. C'est très mystérieux et menaçant, et d'où la tagline qui est en dessous. Voilà, quelqu'un veut ce qu'ils ont. Mais quoi? Leur maison, leur argent, leur position sociale. Et à partir de là, donc voilà, il y a beaucoup d'événements qui vont se mettre en place. Et cette série-là, donc,
c'est 2015, hein, donc c'est tout à fait récent, et elle montre bien, je trouve, l'état hein, justement d'inquiétude, de désarroi et de tension sociale en même temps très forte hein, du Royaume-Uni. Alors là, c'est accentué parce que c'est Londres, la grande métropole avec des disparités de richesse extraordinaires, mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans Years and Years, la manière dont finalement même ceux qui sont a priori en haut de l'échelle sociale peuvent en tomber. Il y a un personnage là de banquier, celui qu'on voit le mieux en haut, là, qui se fait virer au cours de la série, et ça rappelle un peu les déboires que connaît Stephen voilà, dans Years and Years. Et puis il y a aussi des personnages beaucoup plus précaires, et notamment des personnages d'immigrés qui sont sans papier, etc. Et là on pense à Victor. Enfin voilà. Donc c'est une petite série peu modeste hein, en un sens, mais qui je trouve en dit beaucoup sur l'état du Royaume-Uni. Je termine en revenant à l'histoire, parce que c'est quand même ça qui m'intéresse le plus, et en montrant un dernier extrait avec une référence historique peu connu mais explicite dans Years and Years, donc l'extrait 3, dernier extrait, s'il vous plaît. The notion of a concentration camp goes way back to the 19th century, the Boer War. They were British inventions built in South Africa to house the men, women and children made homeless by the conflict. Refugees, you see, everything is much older than we think, and everything old happens again. Anyway, I'm sorry I'm interrupting. No, it's fine. I'll let you get on. But actually, it is worth pointing out when we consider these erstwhile sites and how to make them work. They will never stop filling up. Never. Absolutely never. These problems will never go away. I can see the vast migration of people stretching ahead for centuries. So, what if we look back through history? Because the British found a way to empty those camps in South Africa all those years ago. They simply let nature take its course. The camps were crowded, they were pestilent, they were noxious, they were rife with disease, which was, on the one hand, regrettable, and on the other hand, fitting, because a natural selection process took place, and the population of the camps controlled itself. You might call it neglect, you might call it efficient. And it was Kitchener who did this. Kitchener, your country needs you. And let's say another word, because some people call this policy genocide. But have you ever heard of it? The camps, the Boers, the result. Have you? Have you read about it? Were you taught it? Do we remember it? No. We forget it, because it worked. Alors, c'est l'épisode 5, on est en 2028, et à ce moment-là, Vivian Rook a commencé à mettre en place donc, un réseau de camps effectivement d'internement pour des réfugiés et puis de manière générale pour des personnes défavorisées. Bon, et là, elle est devant un public d'entrepreneurs qu'elle va associer à ce projet. Et donc, il y a une référence explicite à la deuxième guerre des boers, donc on est en Afrique du Sud, 1899-1902, qui est une guerre donc, qui a été menée par le Royaume-Uni contre les boers, donc qui étaient les Blancs installés en Afrique du Sud, descendants hein, des immigrants néerlandais, allemands et aussi un peu français. Bon. Et au cours de cette guerre, donc, ont été mis en place de véritables camps de concentration, un fait historique qui est tout à fait bien avéré et documenté. 150 000 détenus à peu près en tout dans ces camps. En fait, c'était les populations boers dont, au cours de la guerre, l'habitation avait été détruite, les fermes, et qui avaient été rassemblées justement dans ces lieux. Et on estime qu'il y aurait eu à peu près 26 000 morts, surtout des femmes et des enfants en réalité, parce que c'est eux avant tout qui étaient détenus dans ces camps, 26 000 morts dans ces camps. Et tout ça est en effet à l'instigation, ou en tout cas sous la direction de Lord Kitchener, donc, qui était à l'époque général et qui deviendra ministre de la guerre ensuite, au début de la Première Guerre mondiale, et qui est devenu célèbre à cause d'une iconographie reprise ensuite par les États-Unis, hein, où effectivement c'est ce monsieur à moustache qui pointe le doigt vers le spectateur sur ses affiches très célèbres où il dit votre pays a besoin de vous, hein, engagez-vous dans l'armée, soutenez l'effort de guerre, votre pays a besoin de vous. Et ce sera repris par l'oncle Sam dans une version encore plus connue après. Bon. Et évidemment, là, c'est toute la dialectique de la mémoire et de l'oubli hein, qui est mise en scène. Voilà. Est-ce que vous vous en souvenez ? Non. Non, parce que ça a marché. Et évidemment, elle entreprend de refaire exactement la même chose. Donc là, on voit la valeur d'avertissement que veut avoir Years and Years, effectivement. Hein, c'est le récit d'anticipation qui dit, par le passé, un certain nombre de choses se sont produites que nous avons oubliées. Et en fait, évidemment, ça pourrait revenir. Voilà, c'est sur cette idée que je voulais finir, de ce rapport à l'histoire qui, clairement, a valeur d'avertissement et donc d'annonce hein, d'un futur, nous dit Russell T. Davies, je crois qu'il le pense, encore évitable. Merci. Merci.
Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore vu Years and Years, vous devez peut-être vous dire que c'est épouvantable et que c'est insupportable. Sauf qu'il y a quelque chose dont vous avez parlé tous les deux à différents moments, qui est essentiel dans la série, qui est la présence réconfortante comme un baume de la famille. C'est-à-dire que le fait que ce soit une série chorale permet que l'alternance avec la famille permette aux spectateurs de se ressourcer, de lever la tête un peu, de respirer un peu. Même s'ils sont malheureux, ils se soutiennent. Et c'est très frappant dans les images que vous avez montrées, ils sont en bloc. Et c'est une force de cette série que justement ne pas nous mettre uniquement dans le désespoir. Il y a par exemple une série dont il a été question, on s'est posé la question avec Ginette Dissler de savoir si on avait le temps de la montrer ou si on l'a montrée ou pas. Finalement, on n'a pas eu le droit, on n'a pas eu les ayants droit, donc ça a été réglé. Qui est L'Effondrement, qui est une série qui a eu un grand succès et qui montre avec un très grand savoir-faire un moment où l'effondrement du système est là et les conséquences qui se passent 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 mois après. Et vous sortez de là avec des pulsions suicidaires très grandes, pire que le jeune qui ne veut pas refaire d'enfant parce que vraiment c'est pas possible. Et ça, c'est un type de série. Et puis l'autre type de série sur le futur, en dehors du fait d'être avant l'apocalypse ou après l'apocalypse, c'est celles qui permettent d'avoir un horizon possible. Est-ce qu'Edith est morte ou pas? Est-ce que, oui ou non, on peut lui parler? On vous laisse encore une porte ouverte. Donc ça, c'est déjà une première distinction. L'autre distinction, c'est que cette série, elle date donc, elle est sortie en 2019, tournée en 2018, donc on est dans l'aube du Brexit, et elle est contemporaine d'une autre série dont Paco Mtielman va nous parler, qui est The Leftovers. Et je sais qu'on ne peut pas faire une généralité à partir de deux éléments, mais en revanche, on peut en faire des symptômes. Et c'est vrai que si 2 très belles séries, celle-ci et The Leftovers, nous laissent à penser que, contrairement à ce qui était dit 10 ans avant dans Game of Thrones, où on disait « Winter is coming », l'hiver va arriver avec tous ces « Winter is here », on y est et on est en plein dedans. Effectivement, il y a un autre genre donc, de série. C'est même pas du post-apocalyptique, c'est une espèce de présent hypostasié dans lequel on imagine comment nous nous débrouillons à travers cette horreur qui serait, par exemple, le fait que 2% de la population disparaît à l'instant T. Ça, c'est la base du départ de The Leftovers. Et effectivement, on se rend compte que la richesse des séries en ce moment fait qu'on ne peut pas se contenter de dire, bon, c'est avant l'apocalypse, après l'apocalypse ou pas. Il y a une espèce de terreau mouvant. On disait tout à l'heure avec Virginie Braque que les personnages de femmes étaient beaucoup plus complexes maintenant dans les séries. Maintenant, on attend avec impatience que les hommes le soient davantage. Qu'ils soient dignes de Tony Soprano, par exemple. Et ensuite, on s'aperçoit aussi, vous l'avez très bien montré, qu'il y a les classes sociales qui n'étaient pas dans la représentation, en tout cas dans les séries, pas tellement. Les prolos, ils sont présents, c'est des vrais personnages complexes, comme on a pu les voir au XIXe siècle dans le roman, bien évidemment. Mais l'histoire de cet art qu'est la série a sa propre évolution. Donc, je vous propose maintenant de voir, et nous allons vous pousser pour que vous la voyez bien, une petite vidéo qui a été tournée dans les locaux de notre partenaire Esprit, parce que Paco Mtielman, qui est donc, pour moi, un des plus grands critiques de séries actuelles, avait vraiment envie de venir, mais il ne pouvait pas être là. Mais il m'a dit, mais en revanche, pas de souci, on se parle et puis vous diffusez. Donc, grâce à Édouard Chignardet qui est ici, dont je tiens à remercier le travail, non seulement, vous savez, la boule du futur, c'est lui qui est notre graphiste, et donc il a fait cette vidéo et surtout il l'a montée, ce qui est un vrai travail de création. Nous allons voir un quart d'heure, Paco qui nous parle de ce concept qu'il a lancé comme ça un jour, mais que Florence a repéré comme moi, on l'a entendu, sur France Culture, on s'est dit, tiens, fiction réparatrice, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, laissons Paco nous parler de ça.
Bonjour Paco Mutielman. Si je dis que vous êtes spécialiste de gnose, de pop culture, que vous êtes vidéaste, que vous êtes auteur, que votre dernier livre s'appelle L'Enquête infinie et que vous participez à cette magnifique émission qui est Mauvais genre sur France Culture, est-ce que vous vous y reconnaissez ? Ça serait quand même bizarre de dire non, hein, mais oui, je me reconnais tout à fait. Donc, je voulais vous interroger à propos d'une notion que vous avez lancée comme ça, à un moment donné, dans une émission à France Culture, un interview. J'ai senti que c'était spontané, presque spontané, et en même temps, je trouvais que c'était tellement passionnant que je me suis dit, on va faire fond sur cette notion, et on va essayer d'y réfléchir au Havre. Cette notion, c'est celle de fiction préparatrice et non pas réparatrice. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage là-dessus ? Oui, alors je peux dire que c'était vraiment, c'est très rare que je fasse des jeux de mots. et si j'avais su qu'un jeu de mots deviendrait ensuite une notion, bon ben voilà. Non mais ceci dit, si je l'ai fait, c'est parce que je trouvais que ça expliquait bien la question. C'est-à-dire qu'on entend tout le temps parler de fiction réparatrice. Oui, je vois bien à quoi ça correspond, mais personnellement... Peut-être le définir un peu, peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas bien. Mais enfin, en gros, on parle de la fiction comme pouvant réparer le réel, quoi. Donc, après, je pense qu'il range beaucoup de choses différentes là-dedans, mais en particulier aussi des histoires qui prennent en charge, on va dire, des réalités ou des récits, et qui les réparent dans le sens où ils les font aller autrement, ils viennent corriger la violence de l'histoire ou de la violence de la réalité. Si on a des choses extrêmement difficiles à traverser, si en fait on va au-devant de moments extrêmement difficiles, si on est au courant de cela, si on a une idée de la forme qu'ils ont, si on a une idée de ce qu'on va traverser, c'est pas pareil que s'ils nous tombent dessus à brûle pour point quand on s'y attend pas. Donc dans ce sens-là, leur fonction... En fait, leur fonction préparatoire, comme ça, elle est très grande. C'est-à-dire que en fait, après, c'est vraiment le statut du spectateur. Bien sûr qu'on peut être un spectateur totalement passif. Je ne sais pas si on peut l'être totalement, mais on peut l'être globalement passif. C'est-à-dire juste avoir besoin de manger de la fiction parce qu'on cherche le sommeil, par exemple, parce qu'on est fatigué. Mais si on a une véritable passion par rapport à ça, je pense que d'une façon générale, on sait qu'à travers ces fictions, on construit notre futur. On les prend parce qu'elles nous aident à le construire. Elles nous aident à le construire nous-mêmes par rapport à ça, mais même construire le monde qui va autour. Et tout à l'heure, vous disiez que les fictions peuvent aussi nous apprendre des choses et quand on se trouve face à l'événement, on a été préparé. Ah oui. Vous rejoignez là quelque chose que la cinéaste Julia Ducournau disait dans un entretien. Elle disait, sur le Covid, les cinéphiles ont été moins perturbés que les autres parce qu'ils avaient déjà vu. Oui, ils avaient déjà vu, ils connaissaient, donc c'est une des fonctions effectivement de cette fiction préparatrice. L'autre fonction possible, et ce qui est très frappant, c'est que le fait que nous voyons des fictions aujourd'hui, post-Covid ou pendant Covid, nous oblige à avoir une expérience de spectateur différente, avec ce retour sur ce futur si proche et ce passé si proche, cette espèce de mélange entre les deux. Mais ça pose la question du déni, ça pose la question de comment la fiction se présente par rapport à la catastrophe. C'est-à-dire, est-ce que, et toujours par rapport au spectateur, est-ce qu'elle va être tellement anxiogène que nous allons en sortir pantolants et sans aucune possibilité de réagir, ou est-ce que, comme vous le disiez, elle peut être plus complète et il y a du lumineux dedans qui permet que, sans être mièvre, bien évidemment, je crois vous avoir compris, il peut y avoir l'idée que l'action est possible. Alors, ça c'est très intéressant. C'est mon amie et la co-auteure du livre, Sarah Achtuel, qui dans le livre qu'on a écrit sur The Leftovers, le troisième côté du miroir, parle beaucoup en fait, a posé en fait ce point incroyable de ressemblance, parce que The Leftovers, ça commence à dater un petit peu maintenant, ça fait quand même quelques années, c'était avant qu'apparaissent des figures clés liées à la crise climatique, telles que Greta Thunberg, ou les activistes de Extinction Rebellion. Autant Guilty Remnants, dans leurs espèces d'acting out, peuvent faire penser en amont à certaines choses d'Extinction Rebellion, autant une figure comme la figure de Evie
dans The Leftovers qui porte juste cette espèce de petite pancarte où c'est écrit « You understand ». Elle pose juste ça, « You understand ». Tu comprends pourquoi on fait ça. Sarah disait que, enfin, Sarah a vu le, et puis moi, quand elle m'a dit ça, oui, ça m'a sauté aux yeux, qu'il y avait vraiment un point commun avec la façon dont était apparue Greta Thunberg, la manière dont elle avait parlé aux adultes. Parce qu'il y avait de ça aussi dans The Leftovers. Je vais juste encore une fois resituer un peu la séquence dont je parle. En fait, dans la seconde saison de The Leftovers, on se déplace et on va dans une ville qui est une ville du Texas où il n'y a pas eu de disparu, où personne n'a disparu. Et donc ils l'ont renommé Miracle. Et on est encore une fois dans une espèce de forme assez déviée de la sacralisation, en tout cas une forme où on sacralise des événements qui ne doivent pas forcément l'être. Et donc ils font de Miracle une sorte de terre promise. La ville s'appelle en réalité Jarden. Bon, ça rappelle le Garden Garden of Eden, voilà, Jarden. Ouais. Donc de Miracle, ils l'ont muré, ils ont fait un mur autour de leur ville. Alors évidemment, on pouvait penser au mur par rapport aux Palestiniens, mais peu de temps après aussi, Trump a commencé à parler de faire un mur avec le Mexique. Donc l'idée que cette ville, elle crée un mur pour pas que les gens rentrent dedans parce qu'elle a été choisie par Dieu, elle a été élue, etc. C'est très mauvais signe. On rentre dans cette saison avec l'idée, bon, bah, c'est pas sûr qu'on va au meilleur endroit là. Et on va suivre une famille, encore une fois. Parce qu'on va retrouver notre famille, mais on va suivre une autre famille qui a vécu toute sa vie à Jarden. Et dans cette famille, en fait, qui se donne comme une famille, donc en plus qui n'a pas vécu les 2%, j'allais dire, donc très bien. En fait, c'est la fille rejoint les Guilty Remnants. Elle rejoint les Guilty Remnants. Ils vont casser le mur de la ville. Désolé, je spoil, la série est vieille, il faut quand même qu'on puisse parler. Ce sont des œuvres, on parle des œuvres. Voilà. Donc ils vont casser le mur, ils vont casser la séparation entre cette ville qui se donne comme une ville protégée et le reste du monde. Ce qui, dans toute l'économie complexe de la série, de l'ambiguïté des Guilty Remnants, là c'est plutôt un point positif, parce que c'est quand même quelque chose qu'on peut comprendre véritablement. Et au moment où elle le fait, cet acte-là, cet acte qui est un acte réel, mais en même temps avec une dimension symbolique, elle porte cette pancarte qu'elle montre à sa mère, « You understand », sachant qu'il y a des histoires d'inceste dans leur famille, donc que c'est à ça qu'elle renvoie aussi. Donc elle renvoie à l'idée de... vous n'avez... parce que dans les sermons de cette ville, ils terminent toujours en disant nous sommes protégés, nous avons été protégés, Dieu nous a protégés. Elle dit nous n'avons pas été protégés. Nous n'avons pas été protégés, c'est ça que ça veut dire. Nous n'avons pas été protégés, c'est pas cette espèce de frontière illusoire qui nous protège. On pense aussi à toute la question des migrants avec l'Europe. Tout ça vient en jeu quand on voit une série comme The Leftovers. C'est pour ça que à ce moment-là, par rapport à toute cette question en fait du déni, la série touche très juste. Elle touche à la fois au déni en tant qu'il y a un déni familial et au déni en tant qu'il y a un déni collectif humain. C'est ces deux faces qu'elle relie. Une dernière question. Le sens de l'Apocalypse, c'est à la fois la destruction et la révélation. Est-ce que vous avez l'impression que The Leftovers est une série post-apocalyptique? Parce que si c'est le cas, où serait la révélation? Oui, elle est post-apocalyptique dans le sens où elle essaye de construire un récit. Parce que la fin est... Enfin, comment dire... la question de la fin a été gérée autrement. Tant pis pour le spoil, parlez-en. Oui. Dans la 3e saison, il y a l'annonce de l'idée que ça va être la fin du monde, etc. Et en fait, ça ne va pas être le cas. Mais il y a quand même un monde qui va... il y a plusieurs mondes qui vont détruire dans cette dernière saison. Elle est très ambiguë, cette dernière saison. Très, très, très ambiguë. Beaucoup plus qu'elle n'en a l'air, beaucoup plus quand on la voit, et encore plus peut-être que comme on a pu déjà avec Sarah, on en a exploré des ambiguïtés, et je pense qu'il y en a encore d'autres qui se cachent derrière. Mais dedans, par exemple, il y a au moins un monde qui est détruit, qui est le monde imaginal de la série, ou le monde imaginaire, c'est comme vous préférez, imaginal, le terme de Corbin,
qui renvoie en tout cas à une dimension qui n'est pas que de l'imagination, mais de la puissance visionnaire. Dans la série, le monde des morts, enfin, dedans, à un moment, on passe dans le monde des morts. Vraiment, le personnage meurt vraiment, concrètement, il est même enterré. Et il fait un tour dans le monde des morts. Le monde des morts qui est présenté de façon totalement terrifiante, tout à fait anormale, hein, dans une mise en scène glacée, une espèce d'hôtel, dans des espèces de récits d'espionnage. C'est vraiment une vision comme on n'a jamais vu du monde des morts. Mais ce monde-là, il est détruit dans la dernière saison. Alors qu'à un moment, il y va et il provoque l'apocalypse de ce monde. Donc il détruit quand même une passerelle entre ce monde et l'autre monde. Ce qui est un truc extrêmement délicat. Si le monde imaginal était ténébreux, peut-être que c'est aussi une manière de permettre à l'imagination humaine un second souffle, c'est-à-dire qu'elle s'était enfermée dans un monde imaginal ténébreux, c'est une interprétation possible, ou alors il la prive de toute ressource imaginaire. Je ne sais pas. Mais de toute façon, on se retrouve dans un univers où on détruit les dernières possibilités de l'homme de construire même une fiction de la fin. Donc on est dans un monde suspendu à la fin. Monde suspendu, presque anachronique, on voit pas de téléphone portable, pas d'ordinateur, etc. Bon, on est au milieu de la campagne en Australie pendant un épisode entier, mais c'est extraordinaire qu'à aucun moment on revoit vraiment à quoi ressemble la civilisation. On s'en fout, quoi. Qu'il y ait une idée, c'est même pas la peine d'essayer. Ce qui nous importe, c'est qu'est-ce que les personnages vont encore inventer. Et le problème, c'est qu'ils recommencent à s'inventer des mensonges. Et c'est ça qui rend le truc extrêmement délicat. C'est qu'ils n'arrivent pas à faire autrement que de nier ce qu'ils ont traversé, de nier ce qu'ils ont vécu. Et ça, c'est là où la série devient ambiguë. Mais elle est multifacette. Elle n'est pas du tout close. Il y a plein de manières de pouvoir l'envisager. Alors oui, post-apocalyptique dans le sens où elle est déjà finie avant qu'elle ait commencé, dans le sens où, de toute façon, on a toujours l'impression qu'elle se finit à chaque épisode, dans le sens où elle n'aurait rien à gagner à une grosse fin. Pareil, Twin Peaks, post-apocalyptique complète à ce niveau-là. Twin Peaks, impossible à finir. Il y aura toujours un autre monde, il y aura toujours moyen de faire revenir les personnages, il y aura toujours, encore et encore, possibilité de rebondir et de ressaisir ça, dans le sens où, de toute façon, si on cherche à clore l'histoire, on va se retrouver devant un scénario qui est, qui va être décevant. Ça va être décevant. Et c'est même pas... finalement, je me trompe quand je dis ça. C'est pas un jugement. Il ne faut pas avoir de jugement là-dessus. Et les apocalypses sont ce que les hommes en font aussi. C'est qu'il n'y a pas les outils qui permettent de construire une fin. La narration humaine a atteint un tel degré de détérioration dans la réalité que toute fin a l'air artificielle. Donc c'est à un autre endroit que ça doit se jouer. Oui, si on parle d'humanité résiduelle, si on parle d'un monde où déjà les possibilités de produire un futur glorieux sont depuis belle lurette ailleurs, mais qu'on doit construire quelque chose encore, c'est pas dans les terminologies, en tout cas apocalyptiques, qu'elle va se jouer. Elle va devoir inventer avec elle-même son propre accès à la divinité. Et du coup, c'est quand même une fiction de l'aube. C'est-à-dire qu'on pense qu'on va vers une fin du monde. Peut-être qu'en fait, tout ça n'est qu'un balbutiement pour un début de monde. Et peut-être qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. C'est-à-dire qu'au moment où il y a une fiction finissante, il y a aussi une fiction naissante. Il y a un point où elles se sont croisées, et que de toute façon, il y a une fiction qui va vers sa fin, pendant qu'il y en a une qui va vers son éclosion. C'est une possibilité. Peut-être qu'on rejoint là ce que disait François Hartog, qu'il fallait rouvrir le futur. Ça permet peut-être ça aussi. Oui, c'est très intéressant. En tout cas, c'est possible de changer de perspective, oui. Merci beaucoup, Pacôme Thielman. Merci. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'écoute Pacôme Thielman, je me dis que j'ai besoin d'une deuxième écoute pour
bien saisir ce qu'il a dit, mais j'en suis allée à plusieurs. Donc, par rapport à ce que nous apporte Pacôme, bien sûr, on peut parler de Leftovers. C'est pas étonnant qu'on parle de 2 séries et qu'on les isole, parce que je crois vraiment qu'on ait beaucoup à dire que c'est des chefs-d'œuvre. C'est 2 séries qui marquent l'histoire des séries. Mais pour revenir davantage sur la notion, effectivement, qui nous interrogeait sur cette notion de fiction préparatrice, bien sûr, c'est pas naïf de notre part. On sait très bien que Kafka, dans La colonie pénitentiaire, a décrit les camps de concentration avant qu'ils existent, n'en déplaise à Madame Virginia Rook. Que Jules Verne a inventé les plateformes offshore dans sa littérature. Ça, on le sait. On le sait. Ce qu'on sait moins, c'est ce qui se pose à nous, spectateurs de 2021, en plein dans une pandémie, en plein dans une 5e vague. Et forcément, notre rapport à la fiction, je crois, est altéré. Surtout altéré, pas négativement, modifié, je veux dire, comme on met un dièse à la clé. Le fait que nous soyons justement en plein dans cet hiver de la pandémie, il me semble que ça pose une grille de lecture différente et que nous ne sommes pas le même spectateur qu'il y a 5 ans. J'ai bien l'impression, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, non, bien sûr. La fiction a pris une place plus grande encore dans nos vies. Alors bon, on a tous entendu les chiffres, les statistiques d'explosion, de consommation des plateformes, évidemment, pendant les périodes de confinement, par exemple, et du coup, explosion de consommation qui conduit à une hausse de la production, qui fait qu'on est dans une spirale, alors dont le sériephile se réjouit, c'est-à-dire qu'on en regarde de plus en plus, donc on nous propose de plus en plus, même s'il y a un sentiment de vertige un peu. Là, on parle depuis déjà quelques années de peak TV, pour dire que la télé atteint un pic, mais qui est sans cesse dépassé, c'est-à-dire que chaque année, on a de plus en plus de fiction. Mais du coup, pardon, il me semble que la fiction, effectivement, prend d'autant plus de place parce qu'elle paraît être de plus en plus pertinente ou utile sur tous les sujets. Alors moi, je néglige pas l'aspect de l'évasion, et notamment là, je repense à l'histoire. Vous savez, on dit souvent oui, l'histoire c'est très important parce que ça permet d'expliquer le présent. Toutes ces questions quand on s'intéresse au passé, c'est toujours un raisonnement qu'on tient au présent pour éclairer notre propre situation. Je crois qu'il ne faut pas non plus gommer l'aspect purement évasion. On peut vouloir se plonger dans le passé ou pourquoi pas dans le futur, justement pour s'évader à des fins ludiques. Et moi, j'aime beaucoup regarder tout un tas de séries en costume qui, par ailleurs, disent des choses sur notre présent. Bridgerton, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu Bridgerton là, sur Netflix, qui est une série qui, en fait, c'est vraiment une série des années 2020 qui dit plein de choses sur aujourd'hui. Et en même temps, c'est très agréable d'être dans ce passé fantasmé. De fait, le passé est aussi fantasmé que le futur, en réalité, dans les séries. Mais en tout cas, c'est vrai que la fiction, je trouve, pèse d'autant plus sur notre quotidien. Moi, je m'en réjouis parce que ça permet aussi de montrer qu'en fait, la fiction, c'est la réalité. Je veux dire que c'est une partie de notre réalité. Quand je suis devant ma télé à regarder, c'est bien moi réellement, et ma télé, elle existe pour de vrai, l'image qui est sur l'écran, il existe aussi pour de vrai. Et donc, en fait, tout ça fait partie d'un seul et même monde. Peut-être aussi que l'interrogation sur les fake news, et il y a un moment dans Years and Years, 2 personnages politiques qui se sont fait piéger avec des vidéos qui ont été modifiées par le deepfake et qui sont obligés de nier qu'ils ont tenu des propos explicitement racistes, complètement contraires à leurs propres convictions politiques. Mais voilà, il y a aussi... Et on sent que leurs dénégations sont en fait inutiles. Enfin, ils n'arriveront pas, malheureusement. Ils sont déjà désespérés au moment où ils le nient. Le mal est fait. Ouais. Mais qu'effectivement, du coup, qu'est-ce qui distingue une image fausse d'une vraie image, et qu'est-ce qui distingue finalement l'information ou la réflexion que nous, on peut avoir en regardant une fiction de celle qu'on peut avoir en regardant un documentaire ou de celle qu'on peut avoir en regardant des images dans un journal télévisé. Donc je pense que c'est vraiment une interrogation profonde de jusqu'où on ne va plus pouvoir faire la distinction entre du deepfake et un vrai entretien, au final. C'est-à-dire que vous posez la question du statut de la vérité dans la fiction. Mais la fiction peut aussi être vraie, bien évidemment. Ce qui est très frappant, je trouve, dans l'entretien de Pacôme Thielman, c'est 2 notions qu'il met en avant et qui vont peut-être nous permettre d'avancer. C'est celle du déni.
le déni qui est le nôtre devant, par exemple, les symptômes que nous ne voyons pas, de ce qui annonce l'avenir, mais aussi, je trouvais très intéressant quand il parle de l'altération de la narration. C'est-à-dire l'idée aussi que, mais ça revient peut-être aux fake news aussi, l'idée que la fiction est tellement galvaudée qu'elle s'est aussi peut-être altérée dans sa capacité à dire le vrai, comme disait Aragon, à mentir vrai. Et c'est très, très étonnant parce qu'on a simultanément ça, et simultanément, on a des injonctions à croire la fiction. Au rôle de la fiction, je prends un exemple très précis qui n'est pas du tout dans notre terrain. Quand vous prenez le dialogue entre Rachid Benzine, qui est donc de culture musulmane, et Delphine Orviller, qui est rabbine, comme vous savez, ils ont tous les deux un point d'entente sur le fait que passer par la fiction, c'est une façon d'appréhender le réel. Ils le disent dans leur pratique. Donc, c'est dans le savoir, c'est dans la transmission, et on est sans arrêt en train de basculer entre... Il faut se méfier de la fiction, mais ça, on l'a toujours dit. Enfin, je veux dire, d'une certaine manière, l'iconoclasme, le fait de refuser les images, c'était une façon de refuser la fiction, me semble-t-il. Et d'autre part, le fait de dire aujourd'hui davantage, oui, mais passons par la fiction, il y a des choses, il en restera quelque chose. Mais c'est vrai que l'idée peut-être du récit en crise, c'est quelque chose que moi j'ai interrogé en regardant Years and Years, dont on a l'impression qu'il nous précipite à toute vitesse dans cet avenir immédiat des 15 années 20-30. Donc on a tout le temps l'impression, de notre point de vue de spectateur, qu'on est projeté dans 15-20 ans. Et en fait, à la toute fin, quand on a le personnage d'Edith qui est en train de téléverser sa conscience, ses souvenirs dans l'Internet. Et à un moment, ils lui disent « Non, là, tu vas trop vite, on revient en arrière, on fait un peu pause sur le moment où les symptômes de ta maladie s'accélèrent. » Et en fait, on se dit « Mais est-ce qu'au fond, cette série qu'on a regardée, ça n'est pas uniquement les souvenirs d'Edith, et en fait c'est pas une série du futur, c'est une série du passé d'Edith et de tous les personnages de sa famille. Donc en fait on est là dans une sorte d'hésitation entre mais quelle est l'orientation temporelle de cette série. Moi, je trouve que c'est ce qui fait sa force, effectivement, c'est-à-dire que bon, elle est labellisée comme ça, comme série d'anticipation, et puis il y a des choses qui font très clairement penser à la science-fiction, toutes les innovations qui, nous dit la série, nous attendent dans le futur, en effet, sur les réseaux, sur les connexions, la connexion directe à Internet, voilà. Et en même temps, moi, j'y voyais, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ma présentation, énormément de signes, de traces comme ça, d'une mémoire, en fait. Hein. Vraiment, c'est une série, je trouve, qui est vraiment très, très chargée d'une mémoire et qui essaie de s'inscrire de ce point de vue-là aussi dans une continuité. En simplement s'avançant un petit peu comme ça dans l'avenir, au lieu de le faire simplement un tableau, comme d'autres séries auraient pu le faire en 2019, enfin en 2018-2019. Moi, d'un point de vue historien, ce qui m'a quand même frappé, c'est que il y a une vision de l'avenir que je trouve un peu trop linéaire, c'est-à-dire qu'on voit bien que les scénaristes et Russell T. Davies sont partis d'un constat très informé de la situation politique, sociale, géopolitique, environnementale, et puis bon, ils tracent des futurs possibles, mais plutôt en ligne droite. Hein. Donc par exemple, et je crois que c'était à la fin de l'extrait que tu montrais, on voit que Trump est réélu, et puis alors dans un autre épisode, on apprend que c'est Mike Pence, donc, qui était son vice-président, qui va prendre sa suite, mais clairement on nous dit que c'est son homme de paille et qu'en fait c'est Trump qui reste au pouvoir. Donc déjà, on trace une ligne où on dit voilà, Trump est au pouvoir d'une manière ou d'une autre dans toutes les années 2020. Et puis Poutine bien sûr est élu à vie, et puis Xi Jinping reste au pouvoir en Chine, et puis voilà. Et donc en fait ça donne comme ça un futur en ligne droite. Et comme la série en plus est assez rapide, avec assez peu d'épisodes, là c'est une impression qui est accentuée. Or on sait très bien que ça fonctionne pas du tout comme ça l'histoire. Enfin, qu'il y a énormément d'imprévus, qu'il y a énormément de choses qu'on peut pas simplement déduire logiquement du présent pour dire donc dans 15 ans on en sera là. Il y a des choses, quand on fait ce type de travaux prédictifs, où on tombe juste, et puis il y en a d'autres où on se trompe complètement, simplement parce que voilà, ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Et donc là, je trouve que c'est pas, on pourrait dire que c'est une faiblesse, je ne sais pas, mais enfin en tout cas, Years and Years nous propose une vision très sombre aussi à cause de ça, parce qu'il imagine que ça va mal, et qu'est-ce que ça donnerait si ça s'en empirait encore, hein. Alors qu'en réalité, on peut s'attendre à beaucoup plus de bifurcations, pas forcément vers le mieux, mais en tout cas différentes de simplement la continuation de notre propre trajectoire.
Et pour ce que cette question intéresse, dans peu de temps, à 14h30, on va avoir des spécialistes de la vie civile et militaire qui vont venir nous parler de comment on essaie de projeter 2025, 2045, et comment on essaie de savoir comment l'armée française peut être impliquée dans d'éventuelles crises. On leur posera la question, est-ce que c'est en ligne droite ou est-ce que effectivement vous faites la part à l'idée de « Ah, tel candidat dont on pensait qu'il allait être élu par son parti, ben non, il n'est pas élu, tiens ». Effectivement, et savoir comment ça peut bifurquer. Mais il y a la question aussi, je trouve, de l'interrogation du spectateur que nous sommes aujourd'hui, parce qu'il y a une espèce de télescopage temporel aujourd'hui à voir une série comme Years and Years. Puisque, c'est vrai, c'est une série sur le passé, mais aujourd'hui, on est en train de se demander de faire le départ entre ce qui est arrivé, ce qui pourrait arriver, ce qui n'arrivera pas. Parce qu'Angela Merkel, bon, pour l'instant, quand elle mourra, cette femme, elle ne sera pas chancelière. Donc, définitivement, les choses ne se passeront pas. Et c'est une interrogation, c'est d'ailleurs, je pense, ce qui aussi a animé l'équipe d'Esprit dans le numéro de décembre, qui s'appelle « Un monde en sursis », et avec l'idée de « nous sommes dans la représentation d'un monde qui est en naufrage, et que sommes-nous comme spectateurs de ce naufrage ?» Et il me semble que cette espèce de vacillement, c'est quelque chose qui est assez particulier à ce moment spectatoriel qui est celui d'une pandémie où nous sommes face à des représentations du futur et qui sont, on le voit par rapport à ce qu'on a vu hier, et encore plus avant-hier, vous n'étiez pas là, mais il y a eu un concours d'éloquence et des jeunes gens, ils avaient moins de 25 ans, ils étaient 14, ils ont choisi la série qui parle du futur de leur choix. C'était assez dans l'apocalypse, assez dans le cataclysme, assez dans le cœur du réacteur, hein, effectivement, et non pas justement des séries tellement qui seraient sur le quotidien, comme Years and Years. Et donc, nous sommes là devant un éclatement des fictions sur le futur qui probablement est une image de notre rapport bousculé à l'avenir. La pandémie, c'est pas la peine de le redire, mais a terriblement bousculé notre rapport à l'avenir. Et dans ce sens-là, l'art, me semble-t-il, prend sa part. Oui, c'est vrai que moi, je m'étais intéressée aussi un moment dans Years and Years. Bon, la question des points de vue, mais c'est peut-être un peu trop pointu technique. Non. Mais peut-être de manière plus imagée, qui voit, qui ne voit pas dans cette série. Et c'est vrai que Bethany, qui, par cette connexion entre son corps et l'Internet général, va pouvoir entrer dans l'ordinateur de son père, va pouvoir entrer dans des systèmes informatiques et voir des choses, voir ce que son père a fait quand il quand il déporte Victor d'un simple clic. Donc oui, il y a cette dimension-là qui est illustrée de la vision. Il y a la grand-mère aussi qui est atteinte de dégénérescence maculaire et qui, grâce à la technologie, va se faire regreffer des rétines, etc. et qui revoit. Donc il y a quand même aussi cette image d'une femme qui est peut-être sur le déclin, qui est peut-être plutôt tournée sur le passé, et grâce à ces petites filles qui, elles, sont tournées vers l'avenir, revoit. Et qu'est-ce qu'elle voit ? Eh bien, qu'elle est prête peut-être à vendre cette fameuse maison à laquelle tout le monde tient pour aider Victor, le réfugié ukrainien qui a été déporté dans un de ces camps. Donc oui, la question de, je sais pas, cette résurrection de la vision incarnée par la grand-mère, pour moi, symboliquement, est importante. Et il y a aussi la question des personnages qui sont, disons, prescients ou pas, lucides ou pas. Alors, une des filles, Rosie, donc, qui est celle qui a le statut social le plus défavorisé, s'enthousiasme pour Vivienne Rook, et le spectateur voit tout de suite que non, c'est contraire à son intérêt, que c'est pas cette candidate qui sera à même d'améliorer par les mesures et la politique qu'elle va mener le quotidien de Rosie. Et en effet, elle s'en mord les doigts, ou en tout cas, on s'en mord les doigts pour elle à la fin, parce qu'elle se retrouve littéralement exclue, parce qu'une espèce de découpage comme ça territorial conduit à séparer
les gens sur des critères de sécurité et donc à enfermer littéralement certains dans leur zone et à les priver du coup de moyens de subsistance, là où l'autre sœur, la militante, semble avoir toujours un temps d'avance, prévoir, se douter que quelque chose ne va pas, et puis un peu lanceuse d'alerte finalement, bon, hein, et elle est rejointe en effet par Bethany, qui elle, effectivement, alors que quand même une partie, le spectateur est aussi amené à la considérer en partie comme un monstre, finalement, c'est elle qui tient aussi les clés de la libération, au sens propre d'ailleurs, puisque bon, à la fin, il est aussi question de libérer ces fameux camps que Vivian Rook a mis en place, littéralement de pouvoir permettre aux gens de s'échapper, bon, et que cette échappée, elle vient aussi, en fait, elle est permise par les mêmes technologies que celles qui servent aussi à asservir, à contrôler, à surveiller justement l'ensemble de la population, c'est-à-dire les technologies numériques. Ce qui serait d'ailleurs peut-être un problème si on veut, du statut des images et de qu'est-ce que propose vraiment la série. Est-ce que l'image sera salvatrice ou est-ce que l'image est vérolée par le deepfake il y a une ambiguïté là-dessus, hein, mais qui est du coup riche et intéressante. Je pense que Russell T. Davies en est tout à fait conscient, c'est que finalement, c'est les mêmes outils qui paraissent salvateurs et en même temps mener absolument au pire des futurs possibles. Bon. Là où on retrouve finalement la pensée assez commune selon laquelle, bon, peu importe l'outil, mais c'est la manière dont on s'en sert. Il y a quelque chose comme ça, hein, aussi, je pense, qui ne veut pas non plus s'inscrire complètement dans une condamnation caricaturale de justement des progrès permis par ces technologies-là. On va revenir au pharmacone, qui est à la fois le poison et le remède. Alors pour terminer, j'aimerais bien savoir, vous avez beaucoup travaillé sur Years and Years, est-ce que cette série vous a appris quelque chose? Est-ce que ça vous a préparé à quelque chose ou pas du tout? À rien? Alors, moi, j'ai toujours une optique un peu interne aux séries, parce que finalement, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est aussi le fonctionnement de ce monde-là. Je trouve que c'est quand même une série qui ouvre des voies, parce qu'on était habitué plus à de la politique fiction recentrée sur justement les leaders, les chefs, etc. Enfin, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on voit bien démonter un mécanisme, comment dire, de gouvernement, de gestion politique et comment dans l'avenir, voilà. C'est-à-dire qu'on aurait pu très bien faire, voilà, Russell T. Davies aurait pu faire une série qui serait juste sur l'ascension, l'irrésistible ascension de Vivian Rook. Bon, et là on était dans quelque chose qui aurait pu être très brillant avec Emma Thompson, on imagine où elle aurait été, parce qu'on la voit assez peu, hein, finalement, dans la série, hein. Mais imaginons la même série avec Emma Thompson dans tous les plans, ça aurait été super, elle est extraordinaire. Ça aurait été glaçant, enfin bon, voilà. Et je suis sûr qu'il aurait très bien réussi à montrer tous les mécanismes et comment les contre-pouvoirs ne jouent pas leur rôle, etc. Et puis, d'un autre côté, il aurait pu être dans la chronique familiale, finalement, parce que c'est une famille qui est confrontée au futur, mais en la confrontant juste à des problèmes du présent, on aurait pu obtenir un certain nombre de choses un peu similaires, hein. Alors bon, la fille ce serait pas été comme ça téléchargée dans Internet, mais on aurait pu imaginer un lien quand même avec les technologies numériques. Rosie, dont on parlait tout à l'heure, on aurait pu suivre ses difficultés liées à l'emploi. Puis j'ai essayé de montrer avec quelques références récentes que voilà, il y a vraiment des séries des années 2010 qui déjà mettent en scène ces problèmes. Et là, on a les deux. Enfin voilà, ça a été dit aussi, hein, on a la dimension familiale. Et ça, il faut toujours y revenir, hein, parce qu'en fait, c'est très très dur d'imaginer une série qui ne parle pas de famille. Vous essayerez, si vous voulez. Une série qui ne parle pas soit de famille, soit de l'absence explicite ou d'un substitut de famille. C'est très très rare, parce que la télévision, fondamentalement, même si c'est de moins en moins vrai, ça a quand même été vraiment intrinsèquement un média familial. Et là, on a les deux. Voilà. Et ça, je trouve que ça ouvre des perspectives très intéressantes sur des manières d'envisager de la fiction, de la science-fiction, pourquoi pas, entre chronique familiale et décryptage comme ça d'un mécanisme qui peut être celui, par exemple, d'une prise de pouvoir ou d'autre chose. Oui, peut-être moi, ce qui me frappait, c'était cette tendance qu'ont pas mal de séries futuristes actuellement d'être dans du rétro-futuriste, en fait. Et ce côté, effectivement, on est dans une perspective de se projeter, mais ne serait-ce que la qualité de l'image, enfin, moi, m'a vraiment frappé là-dessus, cette ambivalence et cette tension du sépia, de l'obscurité qui est là en permanence. Et on a, je ne sais plus, c'était dans le Voyageur du futur, où on a tout ce bric-à-brac qui nous donne l'impression qu'on est au Moyen-Âge. Et là, la maison des Lyons, on n'en a pas parlé, mais
enfin, ça pourrait être les années 80, ça pourrait être, enfin, la série pourrait aussi, ça pourrait être des images qui viennent effectivement de loin. Enfin, oui, voilà. Et qui viennent de loin, parce que tout à la fin, quand ils sont dans le salon, on a des vitraux en fait aux vitres derrière, et on a vraiment l'impression d'être dans un lieu très ancien, un lieu religieux, le foyer. Donc, ouais, moi, je suis frappée par... alors, c'est peut-être le côté quotidien de la série qui accentue ça, mais que finalement, c'est une série du futur qui est vraiment très rétro-futuriste. On n'a pas tant que ça de décors high-tech. Bon, il y a la toute fin, voilà, la dernière scène, il y a des choses comme ça, mais on n'a pas tant que ça. Et il y a beaucoup de scènes qui prisent isolément, et on aurait très bien vu le thème de la discussion. Enfin, bien sûr, la manière, l'apparence des acteurs, etc., et l'ambiance générale qui aurait très bien pu être placée au XXe siècle. Voilà, sans que ce soit, sans rien changer, même à une ligne de dialogue. Mais on pense aussi que dans La Servante écarlate, qui est censée se passer dans un futur, qui commence avec des cartes bancaires, des smartphones, on applique des méthodes médiévales de coercition qui sont extrêmement efficaces. Donc effectivement, bon, et on peut aussi se dire que d'une certaine manière, je suis frappée par ce que vous disiez sur la façon dont il aurait pu faire une ligne droite sur l'ascension de Vivien Hook, mais ça peut-être que ça aurait été répondre à une préoccupation d'il y a une dizaine d'années. Demain, vous verrez entre autres choses un extrait de Game of Thrones qu'a demandé Édouard Philippe, qui est très connu et qui vraiment auquel je pensais quand vous nous montriez Vivien Rook, qui est Chaos is a ladder, le chaos est une échelle pour que les politiques puissent monter. Et on avait déjà cette idée dans Game of Thrones. D'une certaine manière, c'est aussi ce dont parle Years and Years, mais avec une fragmentation, un éclatement temporel qui est beaucoup plus de 2019-2021. Merci infiniment.